Salut à tous, bienvenue sur l'Arena Talk, le podcast qui mélange l'Arena MMA et le MMA Talk de Faber. Comment ça va Faber? Ça va mon gars? Ça va. Aujourd'hui, j'ai pas fait d'intro putaclic. Je me dis que tous les sujets qu'on va parler vont suffire. Et on va commencer mainstream par l'UFC 299 qui est sûrement la carte, une des plus grosses cartes, bon sûrement la carte de l'année, mais peut-être une des plus top 10 cartes de l'histoire de l'UFC, où je m'emballe un peu. C'est sûr que dans le temps où il y avait comme un événement par mois ou des choses comme ça, c'était dur de C'est battre vrai. comme ces cartes-là. Mais oui, comme dans l'ère moderne de l'UFC, puis même si tu regardes une coupe de ces cartes-là, je pense que l'UFC 299 se compare, selon moi, bien meilleur que l'UFC 300. Là. Vraiment. Malheureusement pour l'UFC qui, on le sait, dans ses centenaires, veut toujours épater la galerie. Mais là, ils le font quand même bien avec l'UFC 299. Donc, on va commencer. Je voulais proposer qu'on parle juste de la carte principale, mais il y a quand même un combat que j'aimerais qu'on évoque dans la carte préliminaire, qui est Curtis Blades contre Jailton Almeida. Oh yeah, Curtis Blades Twitter, man. Ça, c'est deux de mes boys en plus, là. On C'est a deux de deux mes bons boys, lutteurs. Almeida, je trouve qu'il a montré quelques limites au dernier combat. Mais toi, qui tu vois concrètement gagner dans ce combat? Ah, Curtis Blades, man. Honnêtement, Ah ouais? Curtis Blades, parce que Almeida, je le dis depuis le début, c'est un 205 livres. C'est comme peut-être le meilleur 205 livres au monde, là. Honnêtement, c'est sûr que t'as Pereira, des gars comme ça qui sont monstrueux. Mais Curtis Blades ne coupe pas de poids en tant que tel, mais le gars, clairement, il fait une diète pour arriver à peser à comme 2,62, 2,63. Puis comme tu as dit, tu sais, Jailton Almeida, il a eu à avoir recours au lay and pray contre Derrick Lewis. Honnêtement, s'il est capable de take down Curtis Blades puis d'out-grapple Curtis Blades, ce gars-là, c'est juste un phénomène de la nature puis il va devenir champion. J'ai de la misère comme à bet là-dessus. Là. Dans toute la division, je pense que c'est à peu près le pire match-up pour lui parce que le gars, il a à peu près le même niveau de technique au sol. D'après moi, peut-être du moins bon jiu-jitsu, mais de la meilleure lutte. Puis il va avoir comme 30 quelques livres sur lui facilement dans la cage. Là. Fait que ça paraît, ça. Dans le grappling, malheureusement, à skills égales, le plus gros va toujours gagner. Mais est-ce que Curtis Blade, c'est pas le genre à perdre les matchs qu'il est censé gagner? Un peu, mais tu sais, est-ce que ça en est un, ça? Oui, Almeida, il est sur une bonne séquence, tout ça, je suis d'accord, Ouais, mais c'est comme c'est pas Aspinall, c'est pas Cyril Gane, c'est pas un je suis d'accord. top de la division. C'est plus Almeida. Tu sais, si Curtis Blades gagne ce combat-là, t'es comme, ah, c'est une belle victoire pour Curtis Blades. C'est pas du jamais vu. Pour En Almeida, ça effet. serait un gros step-up dans sa game Ouais, ouais. de battre Blades, tu sais. Ce serait un gros step-up, mais il y a encore, avant son dernier combat, on le voyait comme le futur champion, comme le mec le plus dangereux de la catégorie. Ouais. Je l'ai toujours plus vu à 205, honnêtement. Puis, tu sais, more power to him s'il veut pas couper de poids puis tout, mais tu sais, il y a des gars comme ça, là, un autre que je trosse pas, mais pas en tout, c'est Mohamed Mokaev pour des raisons complètement différentes. Mais t'en as des gars comme ça que je suis juste, je le sais pas, je l'adore Almeida. En plus, il y a vraiment, tu sais, un de mes combattants préférés, c'est Jacare Souza, là, puis lui, c'est littéralement Ouais, Jacare c'est ça. Souza, mais un En peu plus plus gros. gros. Fait que c'est sûr que je Exact. l'adore. Mais non, je pense que c'est un 205 livres. Je pense que d'arriver à 230 quelques dans l'ère actuelle des poids lourds, ou même, tu C'est sais, compliqué. t'as des gars mobiles comme Cyril Thomas Spinal Ouais, ouais. qui sont dans les 250, 260, ça va être dur, là. Bon, en tout cas, c'est un combat qui hype la catégorie poids lourd, dont on Ouais. attend d'autres combats au-dessus, là, notamment ceux de le fameux Cyril Gane contre Thomas Spinal. Ouais, ça serait bon qu'ils mettent ça en branle. Là, je sais qu'ils essayaient de faire des niaiseries pour l'UFC Ouais. 300, là, mais Ils ont tout essayé. heureusement, ça a pas marché. Tu sais, ça aurait été le fun. Il aurait pu avoir des beaux combats d'attraction, mais comme tu te retrouves avec un Pereira à Spinal, tu fais quoi après ça? Là, t'as un de tes gars qui vient de perdre. C'est comme c'est du drôle de booking juste pour faire un gros C'est clair. spectacle une soirée, C'est mais clair. après ça, ça mène pas nulle part, tu sais. Passons à Petr Yan contre Song Yadong. Gros combat, hein. Gros combat. Yadong, moi, il m'impressionne, mais j'ai l'impression que si Petr Yan y revient à son niveau, qu'il a jamais vraiment quitté, je le vois du côté de Petr Yan. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, c'est Peter Yan, c'est le meilleur fighter dans toute la division, là. C'est juste que des fois, il prend 1 ou 2 rounds off comme un imbécile, puis il gagne juste pas. Mais Peter Yan, qui veut gagner chaque seconde du combat, peut battre n'importe quel 135 livres qui existe sur la planète. Mais est-ce qu'il est brisé maintenant? Est-ce que tu sais, parce que Song Yadong, tu le sais qu'il va arriver fort, là. Il va commencer très fort. Il va essayer de rentrer dans Peter Yan, puis il y a une de 2 choses qui vont arriver. Soit qu'il va comme prendre Peter Yan par surprise, puis il va aller gagner plus de moments qu'il devrait gagner. Ou l'autre affaire, c'est qu'il va forcer Peter Yan à se battre, puis là, ben, Peter Yan va devenir un animal, puis ça va aller très très mal pour Song Yadong, mais je ne sais plus où me situer dans les combats de Peter Yan, honnêtement. Là, ce gars-là, quand il est on, c'est peut-être mon combattant préféré en arts martiaux mix, mais ça fait comme 2 ans qu'il me laisse un peu in the mode avec des performances de moins en moins explicables, là, honnêtement. Mais c'est pour ça qu'il a pris une pause et que là, c'est censé être son comeback. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir au retour de Peter Yan. Et pour la division, ce serait une bonne chose. Ouais, non, 100%, ce gars-là est absolument élite. Le Sean O'Malley, tout le monde pense qu'il l'a battu anyway, fait que le rematch, ça serait gros. Il n'y a pas beaucoup de combats dans cette division-là qui sont pas gigantesques pour Peter Yan s'il peut se remettre à gagner, là. Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena. Est-ce que tu vois un moyen pour Jack de battre Gilbert ou pas? Ben oui, il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen parce que Jack a une très bonne boxe, frappe fort. Puis Gilbert Burns, oui, il y a le combat contre Chimaev qui vient un peu comme, je pense, flouer la donne. Mais c'est un gars qu'on a vu se faire knocker, là. Souvent, quand Gilbert Burns y perd, ça arrive par knockout. Donc, oui, il y a toujours une probabilité qu'un très bon boxeur le frappe direct sur le menton puis lui passe un KO. Ceci étant dit, non, je favorise pas Jacques de la Madeleine ici, là, malheureusement. Le chum, il a à la fois montré une takedown defense ordinaire, mais surtout du fight IQ vraiment louche dans ses 2 derniers combats. Puis le dude est extraordinaire. Il y a des skills puis tout, donc il s'en sort. Mais là, t'es comme un contre un des 5 meilleurs au monde où t'es pas supposé de t'en sortir si tu fais des niaiseries. Donc, niaiserie, il ne devra pas faire. Puis je ne sais pas s'il y a ça dans lui. Il est jeune encore. Le Jacques de la Madeleine, il peut se permettre de perdre contre Gilbert Burns puis de se rebâtir. T'sais. Oui, il a que 2 défaites. Mais en tout cas, pour un 4e combat avant le main event, on a un beau combat là, je trouve. Déjà là, le niveau... C'est peut-être un des meilleurs combats, voire le meilleur combat sur la carte, là, honnêtement. Il y a quand même Kevin Holland après contre Michael Page qui s'annonce un spectacle retentissant. Ouais, j'ai aucun espoir pour ce combat-là, mon gars. T'as aucun espoir de quoi? Non, de voir un beau combat? Michael Page, il se promène, lancer des coups, c'est pas vraiment quelque chose qu'il fait. Kevin Holland, il est bien content d'être at range, faire des smagrés comme les frères Diaz, puis de parler, puis pas trop lancer de strike. Tu sais, ça va être drôle. Est-ce que ça va être bon? Je le sais pas. J'ai aucun espoir pour la carrière UFC de Michael Page. Il a 36 ans, le gars nous a déjà prouvé être un mauvais grappler, mais mauvais. Tu sais, le stéréotype des Anglais qui savent pas lutter, là, c'est lui. C'est plus comme ça à Star, mais lui, il perpétue le stéréotype un peu. Holland pourrait le battre au sol, le fera pas parce que c'est Kevin Holland, puis lui, avec prendre des bonnes décisions, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Fait que ça se peut que Michael Page gagne, là, honnêtement. Moi, je pense que Michael Page va gagner. Parce que justement, debout, je le vois meilleur que Kevin Holland. Et Kevin Holland, comme tu dis, il n'ira pas ailleurs que debout. Mais on peut être surpris. Kevin Holland, on peut toujours être surpris, mon gars. En tout cas, pour moi, je pense qu'on aura un gros combat avec du bon spinning back kick et un peu tout genre de coups qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'UFC. Ben, tu sais, on le souhaite, là. C'est pour ça que ce match-up-là a été mis sur pied, mais c'est comme c'est juste 2 wildcards que t'es comme. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont nous offrir, ces dudes-là? C'est clair. Tu peux jamais vraiment le savoir d'avance, là. Après ça, on a The People Main Event. Aïe. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Et là, je te le dis tout de suite, Benoît Saint-Denis va laver Dustin Poirier. Il va lui faire prendre une bonne douche. Il va le savonner. Et après, il va le rincer. Et il va peut-être même l'essuyer après. Je te le dis. C'est sur Internet. Vous pourrez me roaster après si c'est pas le cas, mais j'en suis sûr que c'est le cas. Est-ce que toi, tu partages mon avis?
Ben non, pas vraiment, mais je suis rendu à un stade où je pique absolument Benoît Saint-Denis, mais c'est pas parce que je pense, tu sais, comme Dustin Poirier est meilleur que Benoît Saint-Denis, là, j'ai aucun doute là-dessus. Le Ah ouais, problème, c'est que Dustin est rendu vieux, Dustin il a pris plus de dommages, et ça va être 5 rounds, puis Benoît Saint-Denis, c'est un asti de zombie, man. Genre, je pense comme, pas. ça se peut que ce combat-là, Dustin ait plus de skills que lui, puis ça finisse un peu comme le premier combat à Saint-Denis, où il se fait genre vraiment péter à la gueule, mais il refuse d'abandonner. Mais moi, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Le mec était dopé. L'arbitre aurait d'ailleurs dû arrêter le combat. Ouais, c'était pas sa division de poids, mais tu sais, la Aussi. toughness qu'il a montré dans ce combat-là, Ouais. c'est à partir de ce moment-là que j'ai su qu'il allait être bon dans l'UFC, Ouais. peu importe la suite, parce que ce gars-là, c'est un fou, man, il abandonnera Ouais. pas. Puis c'est ça qui me Absolument. fait peur, c'est pas, je pense que Poirier, il est meilleur que lui, mais je pense que Saint-Denis, physiquement, c'est une force, il va mettre beaucoup de pression, puis il va être dans sa face pendant 25 minutes, puis je commence à questionner la durabilité de De Dustin. Poirier. Et tu Ouais. penses qu'un Prime Dustin, ça aurait battu Benoît Saint-Denis? Oh, ouais, 100%. Je pense que Prime Dustin, c'est un des meilleurs fighters à pas avoir gagné un championnat dans l'UFC. Saint-Denis il est bon, il est très bon. Je pense que pour atteindre le niveau technique d'un Dustin Poirier, il y a encore une couple d'années là, de Il est encore jeune. développement à avoir. Là. Il va se développer. Et d'ailleurs, il progresse super vite. Saint-Denis, mais tu sais, à chaque fois, quand il y a un combat de Saint-Denis, j'ai l'impression qu'il est un petit peu sous-estimé, à part par les Français, parce que comme on est Français, bon bah Ouais, on le voit, on voit toujours nos combattants meilleurs qu'ils le sont. Mais pour le coup, Benoît Saint-Denis, on disait qu'il était moins fort en grappling, par exemple, que Bonfim ou que Moïse. Il les a détruits en lutte. Avant ça, il les a un petit peu détruits debout. On disait que c'était un danger, Frévola debout. Il lui a mis un high kick, il l'a mis KO. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir comprendre que Benoît Saint-Denis, c'est une machine de guerre, que ce soit debout ou en grappling. Ouais, c'est sûr que l'argument pour Dustin, c'est justement l'adversité que, tu sais, Benoît Saint-Denis n'a jamais affronté quelqu'un proche du calibre de Dustin Poirier encore, là. Fait que, tu sais, il a affronté des bons combattants, il mérite sa place, tu sais, dans le bas du top 15, mais le gars, il fait un sacrement de leap, là. Pour Ah ouais, passer c'est de, énorme. comme du bas du C'est top énorme. 15 à aller se battre contre le C'est énorme. fameux top 5 que personne ne peut rentrer dedans jamais depuis 10 Exact. ans quasiment. Mais Puis t'as lui, vu comme- il mais va, tu sais. Il a C'est fou. détruit les mecs, en fait. C'est pour ça, c'est Ouais, pas c'est des ça, victoires qu'il a fait, c'est des... Il les a vraiment pété comme un fighter élite devrait péter des combattants qui sont bons mais pas élites. Tu sais. Exactement, exactement. Et puis quand tu vois les performances qu'on fait, par exemple, un Moïse contre Islam Makhachev, tu vois ce que Benoît Saint-Denis lui a fait, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Et je pense que il y a très peu de chances que Dustin batte Benoît Saint-Denis. Mais s'il devait le battre, ce sera en boxe anglaise, selon toi? Dans le registre de la boxe anglaise? Probablement. Je pense que Dustin est un grappler sous-estimé aussi, mais c'est comme, tu sais, il prend pas les bonnes décisions. Là. C'est le classique Dustin Poirier de pull une guillotine. Là. Ça, il le fait une fois par combat, ça marche jamais, mais il va le faire quand même. Puis il va, tu sais, même à son meilleur, Dustin, c'est un gars qui prend des risques. C'est pour ça que ce combat-là, il me terrifie parce que Dustin Poirier, Max Holloway, Charles Oliveira, c'est comme les combattants qui ont fait que j'ai aimé ce sport-là, puis je suis devenu un hardcore fan de ce sport-là, puis il était tout jeune quand j'ai commencé à être un hardcore fan, puis là, on voit la fin arriver, puis tu sais, c'est comme j'ai vu la fin de plein de gars arriver, que c'est genre, tu sais, ça te fait un petit quelque chose, c'est comme Frankie Edgar, des gars comme ça. Mais là, on parle vraiment comme de 3 de mes 5 combattants préférés ever. Puis si Dustin se met à se faire knocker par tout le monde, big, j'aurais plus de fun à checker le MMA. Là. Ça peut être Benoît Saint-Denis, ça peut être Gaethje, ça peut être Dieu lui-même. Le gros, j'aurais pas de fun à checker ça, pantoute. Bon, bah, demain, t'auras pas de fun parce que demain, le drapeau français va se planter dans la cage contre Dustin Poirier. Ah, écoute, gars, s'il gagne, tant mieux pour lui. J'espère juste que ça sera pas de quoi de brutal. Là. Oh bah, T'sais, c'est avec comme, je Saint-Denis, veux pas- ça ne peut que être brutal, en fait. Je veux pas revivre un Chandler Tony, là. C'est ça, des pires Ouais. moments de ma vie, ça, là. Ou un gadget, Tony. Ouais, ben non, ça, Gaethje Tony, big, ça, c'est le moment que j'ai été brisé, là, honnêtement. Quand ils ont annoncé ce combat-là, j'étais en tabarnak. Je voulais pas que le MMA revienne. J'étais genre, vous allez être en Floride, man. T'sais, comme tout sonnait mal, genre, à la base, dans la situation que le monde était. Puis là, en plus, ils bookent cette fight-là, puis je suis genre, big, c'est comme le combat que Tony gagne pas, là.
On s'entend, c'est le fight. Non, c'est clair. Il a été brisé après ça, man. Tu sais que c'est le premier, là, Tony, dans mes all-time GOAT, c'est le premier là, qu'on a vu, la descente aux enfers, mais on a toujours su que ça arrivait, puis tu sais, c'est ça le problème, c'est que heureusement, Dustin Poirier, on le voit comme il a l'air, puis c'est une autre raison pourquoi que je pense Pic Saint-Denis ici, c'est brillant, c'est que tu sais, Dustin, oui, je suis sûr qu'il s'entraîne, puis tout, il y a one foot in, one foot out en ce moment, là. T'sais, absolument. Ce qui me fait penser que s'il se fait décalisser ici, ça se peut que ça soit la fin de Dustin Poirier. Le problème avec Max Holloway, man, c'est qu'à l'âge qu'il a, s'il commence à se faire knocker demain matin, je pense qu'on en a pour 5 ans à le voir se faire knocker. C'est clair. En tout cas, je voulais pas que ça veille dark ni rien. Là, mais je pense qu'on aura possiblement une fin de carrière. Bon, ça, on sait pas, on spécule. Sean O'Malley contre Marlon Vera. Un main event quand même spécial. Dans le sens où est-ce que Marlon Vera mérite un title shot contre Sean O'Malley? Sûrement pas. Mais vu qu'il a battu Sean O'Malley, il l'a. Et qu'ils ont une certaine rivalité les deux. Maintenant, sa victoire contre Sean O'Malley, on rappelle, elle était quand même teintée d'une blessure d'O'Malley. Et est-ce que Marlon Vera peut être la bête noire d'O'Malley demain? Peut devenir sa bête noire? Mais ça serait magnifique. Là. Ce serait incroyable que Marlon Vera soit champion. ça serait magnifique. Là. Cheeto, ça en est un autre là, que j'ai pas le choix d'adorer. Là. C'est sûr que si tu me demandes pour qui je prends dans ce combat-là, c'est clair, net et précis. Surtout que Sean O'Malley, man, j'ai été un doubter depuis le début. Là, puis forcé d'admettre qu'il m'a comme un peu prouvé que j'avais tort. Là. Le gars est rendu champion de l'UFC, mais... Je sais pas, man. Il y a de quoi qui ne connecte pas entre moi et Sean O'Malley. Je pense pas que je suis son démographique cible. Puis c'est sûr que si Chito Vera est capable de faire ça, ça serait incroyable. Je le vois mal arriver. Tout le monde qui dit, par exemple, O'Malley va le knocker, O'Malley ici, ça non plus, je vois pas ça arriver. Le Chito Vera, s'il y a une affaire qu'on a pas mal vue, c'est qu'il avait la tête dure en sacrament. Je sais même pas si je l'ai vu être ébranlé une fois dans sa carrière. C'est clair. Donc, je pense qu'il va avoir ses 5 rounds pour faire ce qu'il veut essayer de faire. Mais le gars, nécessairement, va donner une méga avance à Sean O'Malley dès le début du combat parce qu'il va rien calisser du premier round, puis il va rien calisser de la moitié du deuxième round. Puis là, un moment donné, quand il aura vraiment plus le choix, puis là, il va commencer à essayer de faire de quoi. Mais c'est comme... le gars, il joue toujours de l'arrière, puis je pense pas qu'O'Malley, c'est le gars contre qui tu veux comme commencer à tirer de l'arrière dès le début du combat. Donc, c'est un match-up assez horrible pour Chito, je pense. Là. Ouais, on peut avoir une masterclass possiblement de O'Malley demain en main event. Ah oui, le range, les deux qui lancent pas tant que ça, tu sais... les deux qui lancent pas tant que ça, O'Malley va avoir un méga reach advantage qui kick mieux que son adversaire. Pas un fou match-up. Vraiment. En tout cas, c'était ça pour l'UFC 299. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. Moi qui m'a totalement émerveillé. Je suis totalement fan de lui. C'est Brian Ortega qui a fait un retour incroyable avec une grosse victoire sur Monsieur Yair Rodriguez. Qu'est-ce que tu as pensé du retour de Brian Ortega? Moi, un jour, à l'époque, j'avais dit un jour il sera double champ. Bon, faut déjà qu'il soit champ. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? Est-ce qu'on n'a pas là le meilleur soumissionneur de l'UFC avec Charles Oliveira? Ouais, c'est le même style de grappler. Là. C'est des submission over position. Ces gars-là, c'est des malades mentales. C'est le genre de role que quand tu es un autre grappler avancé, tu vas rouler avec lui puis vous allez vous soumettre 4 fois chaque dans le round, même si vous êtes très avancé, parce que les gars, à la fois, vont y aller pour la soumission, mais ils vont aussi comme tout donner pour aller pour une soumission. Donc, il y a moyen de faire de quoi contre eux. De là, pourquoi Oliveira s'est déjà fait soumettre, même si c'est le plus grand submission artist de l'histoire, parce que le gars est tellement reckless. Mais Ortega, il était incroyable. Puis son setup au sol était magnifique. Puis c'est un gars qu'on a tendance à oublier, Brian Ortega, parce qu'il est pas super actif. Puis mais des fois, on dirait qu'il y a plus de drama dans sa vie que comme dans sa vie de fighter. Donc, tu te demandes si c'est plus comme un personnage de télé-réalité qu'un fighter. Mais non, le gars, forcé d'admettre dans la cage, man, il machine. Et même debout, il a énormément amélioré son stand-up et surtout sa boxe. Et je pense qu'à l'heure actuelle, tu mais Ortega contre Topuria, Ortega gagne.
Ilia Topuria, il y a quelque chose aussi. Surtout, tu sais, comme on oublie à quel point Topuria, c'est probablement un meilleur grappler que striker, là. Fait que c'est sûr que j'aurais mes réserves là-dessus, mais c'est un fight. Je pense qu'il y en a un qui peut y donner un fight plus que Max Holloway, plus que... Tu sais, même Movsar Evloev, parce qu'Evloev, il va shooter en malade, mais comme un coup que ça va grapple, je sais pas si c'est le meilleur grappler des deux, puis le gars, il est pas dangereux. Là. Il ne finit pas. Tu mets un gun sur la tempe, puis t'es genre fini quelqu'un où tu meurs, là, le gars, il meurt. C'est terminé. Donc, Evloev contre Brian Ortega, t'es d'accord que Ortega aurait l'avantage. Hein. Ouais. Ortega bat Evloev. Ouais, je pense bien. Franchement, j'espère qu'Ortega aura un title shot. Ortega reste le 3-4e meilleur featherweight depuis comme... Hey, ça fait longtemps. Ça commence à faire longtemps. Avant que Topuria batte Volkanovski, c'était Ortega le plus proche d'avoir terminé Volkanovski avec sa guillotine ça reste un grand regret. Il l'a fini 2 fois, là, honnêtement. C'est ça, là, il n'y a aucune technique qui explique comment Volkanovski s'est sorti de ça. C'est ça. Il a juste été cave, puis il a refusé de se soumettre, puis il a réussi à faire la couleuvre en dehors des positions. Mais tu peux pas apprendre ça, là. Il doit en rêver la nuit des fois, Ortega, de cette guillotine. Non, c'est sûr, parce qu'il était à quelques secondes du titre de champion. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Brian Ortega est de retour et ça va faire très mal et il va battre Ilia Topuria et il va être champion. Voilà, je l'annonce. Demain, on aura Doumbé Baki. À l'heure où on tourne, on est déjà demain d'ailleurs. Donc Doumbé contre Baki. Tu piques qui, toi? Parce que c'est pas facile, je sais pas c'est qui, Baki. J'ai checké sa fiche. Ouais. Il y a beaucoup de décisions. S'il peut se battre 15 minutes avec Doumbé, je sais pas si ça va marcher, mais c'est comme si c'est un lutteur, si c'est un grappler, vas-tu tester ça ou le d'autre va essayer de kickbox avec Cédric Doumbé? Parce que si tu essaies de kickbox avec Cédric Doumbé, il amène l'ambulance tout de suite, chum. Là, comme, ça finit en off, son nom. Donc tu te doutes bien que quelque part, il y a de la lutte. Et d'ailleurs, pendant un moment, on pressentait Khamzat Chimaev dans son coin. Parce qu'il a participé au camp de... Il a été appelé par Khamzat pour son dernier camp. Pour être appelé par Khamzat, il faut quand même avoir un petit niveau en MMA. Et c'est quelqu'un de très complet, en fait, Baki, et de très jeune, en fait, surtout. 22 ans. C'est clairement l'avenir du MMA français, avec Doumbé, qui est en fin de carrière un petit peu. C'est super compliqué, parce que Doumbé est beaucoup moins complet que Baki, mais il a une cacahuète de l'enfer. Moi, je donne un petit 60-40 pour Baki. Mais ça, c'est un match en France, c'est la révolution, hein. Ah là, non, en ce moment... C'est débile. Honnêtement, quand ça se rend à moi, là, c'est parce que c'est hype en esti, parce que je suis pas au courant, tu sais. Non, je t'ai même vu le partager, mais tu vois, en ce moment-là, jusqu'au combat, personne parle de Benoît Saint-Denis contre Poirier. Tant que ce combat-là, il n'a pas eu lieu, tous les yeux en France sont rivés sur ce combat-là, parce que Doumbé, j'ai fait un podcast récemment sur ça pour analyser sa technique de communication, que j'ai même dit que c'était de la manipulation tellement c'était fort. Il obsède tout le monde et c'est un génie de la com, et il éclipse, quand lui il combat, il éclipse tous les autres combattants. Oh, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui a le taux de communiquer de même. Tu sais, t'as des once in a lifetime, puis je le compare pas à Conor McGregor, là, c'est 2 choses complètement différentes, mais c'est le même concept dans le sens que tu sais, Conor McGregor peut roast n'importe qui, n'importe quand, là, sur appel, littéralement. Conor, sa force a été dans le live. Tu le mets à une conférence de presse, tu auras les meilleures répliques. Doumbé, en conférence de presse, il est pas tant fort, mais là, il te fait des vidéos YouTube avec des montages faits par l'intelligence artificielle super fort. Je sais pas si t'as vu. Faudrait vraiment que tu regardes si t'as pas vu. T'as vu? Genre, il te prend Interstellar, il te change le visage. Enfin bref, ça va dans tous les sens. Il est super fort à ce niveau-là. Il remixe des interviews qui ont eu lieu de Baki. Il garde sa voix avec l'intelligence artificielle. Il lui met d'autres paroles. Enfin, il est vraiment fort dans le roast hors conférence. Extra sportif. Puis le d'autre, ça reste aussi comme un des meilleurs kickboxers de Glory puis tout. 100%. Il est 100%. Immensément legit. C'est juste... Ouais. C'est ça. Il faudra qu'un jour, il se fasse tester par un grappler. Puis c'est comme un jour, il va perdre. Il va avoir l'air un peu d'un épée, le pauvre, mais il est fascinant, man. Il est fascinant. Puis
on sait que ça marche parce que t'as comme le style d'événement random de la PFL, puis là, t'as mon Jason Jackson qui gagne, puis ça commence à caler Doumbé, puis whatever. Tu sais, le dude, comme il vient de battre genre Yaroslav Amosov qui était 24-0. Après, il bat un des meilleurs dudes de la PFL, puis le premier nom qu'il y a dans la bouche, c'est Cédric Doumbé. C'est Doumbé. Qui a 5 victoires, 0 défaites. Et puis c'est un Français, il n'a aucune calice d'idée de ce qu'il dit, le gars, là, probablement. Mais non, c'est clair. Il sait que ça fait réagir, tu sais, il le voit, là. Exactement. Donc, ce combat-là, vraiment, j'ai hâte. Grosse victoire de Eman Zahabi. Grosse victoire de Eman Zahabi contre Javid Basharat. T'étais pas sûr que Eman gagne parce que Javid Basharat, c'est très, très fort. Mais là, il l'a battu dans les règles de l'art. Hein. Ouais. Oh, honnêtement, je suis content de la façon dont le combat a été scoré. Je suis content parce que... Oui, on aurait pu se faire avoir. Ouais, tu sais, honnêtement, je pense que si tu y vas pour le nombre de temps gagné dans le combat, je pense que Basharat, il a gagné plus longtemps que Eman. Mais à la fin du deuxième round, Eman il était vraiment en train de rendre ce round-là serré. Puis là, à toute fin, il drop, qui n'est pas un drop là, monumental, de genre le gars, il est en terre. Mais il l'a droppé sur un genou. Ce qui est un knockdown. Puis, comme je te dis, il était en train de rendre ce round-là serré au moment où ça s'est arrivé. Ouais. Donc, je pense que ça fait qu'il se mérite le deuxième round. Puis, il est tellement sorti fort au troisième. Il a clairement gagné ce round-là. Fait que, machine. Autant des fois, ce que j'aime pas au niveau du judging, c'est qu'il n'y a aucune constance. Tu as un juge de même qui va donner le dommage over le volume, puis le combat d'après, le volume va gagner contre le dommage. Puis t'es genre... Sur quoi on se base, tu sais, mais... normalement, c'est le dommage. Hein. Le volume n'a pas du tout de rapport. Hein. Dans les règles officielles, c'est dommage. C'est la seule chose que tu regardes, en fait. C'est ça, c'est le number one criteria. Puis si ça, c'est pas satisfait, c'est là que tu vas au volume, cage control, whatever. Voilà. Fait que je suis content que des fois, une fois de temps en temps, ça soit appliqué comme il faut. Puis ça a été appliqué dans le cas de Eman. Fait que c'est nice, honnêtement, il le mérite, man. Puis j'espère juste que cette victoire-là va faire que l'UFC va l'appeler plus, qu'il va se battre plus qu'une fois par année, parce qu'il est sur une belle streak, 2 gros finishes avant cette victoire par décision-là, qui est contre un des bons fighters, qui est un bon combat, entertaining. Personne ne peut dire c'était plate, c'était ci, c'était ça. C'est clair. Fait que c'était tactique, c'était beau. Le gars, je pense qu'il monte. Tu sais, Javid Basharat, il y avait des gros wins. Il était, malgré le fait qu'il est plus récent dans l'UFC que Eman, je pense qu'il était classé plus haut que Eman. Ouais. Fait que là, Eman monte comme dans le top 20-25 mondial là, dans ce moment, d'après moi. Puis, tu sais, c'est sûr que Bantamweight, c'est la division de tueurs numéro 1 dans l'UFC, probablement, en ce moment. Mais il est là, man, puis il y a des match-ups qui vont être intéressants pour lui, peu importe c'est qui là, dans ce top 25-là. Tu peux pas vraiment te tromper, là. Je vais voir sur Fight Matrix, qui est quand même une bonne référence. Ouais. Je vais voir il est combien, Eman Zahabi. Et après, alors, Eman Zahabi sur Fight Matrix est classé. Alors, Fight Matrix, c'est pas le site le plus clair. Hein. Il est classé uniquement 99e. Bantamweight. Bon, c'est pas le ranking de l'UFC. Je les trouve un peu sévères. Je les trouve très sévères en le mettant 99e. Javid Basharat était classé 68e. OK. Puis là, Javid, il est redescendu ou... Ouais. Okay. Toi, tu regardes beaucoup Fight Matrix. Pour toi, c'est... Moi, personnellement, j'ai mes propres rankings. Là. Ok, j'ai dit des bêtises. Il est devenu 57. Il est passé 57. Ça fait beaucoup plus de sens. Sur Fight Matrix, qui comprend tous les bantamweight du monde. Hein. Ouais, non, ça fait plus de sens. Mais tu vois, je regarde comme des noms en avant de lui. Puis je suis comme, tu sais... D'après moi, je sais pas sur quoi ils se basent pour faire leur classement. Moi, c'est pas compliqué dans ma tête. C'est comme... To be the man, you gotta beat the man. Il y a des gens que tout le monde dit là, lui, je pense qu'il est dans le top 10. Je pense que si t'as pas battu quelqu'un dans le top 10, t'es pas dans le top 10. Tout simplement. Donc, moi, j'avais Basharat, genre 25-30e au monde à cause de ses victoires dans l'UFC. Puis là, Eman... Il était 24, je crois. Je crois qu'il était 24. Compliqué, ces classements. Dès que tu sors du top 15, c'est dur d'avoir l'info. C'est qui avait battu le chum? C'est ça, il a battu Trevin Jones puis Tony Gravely, qui étaient 2 gars qui
ils sont pas incroyables, mais honnêtement, ils étaient pas mal rankés parce que Jones, tu sais, c'est des gars qui ont des bonnes victoires quand même, là. Alors, fiche, tu sais, Jones, il a battu Mario Bautista, il a battu, c'est devenu un no contest, mais il a battu Timur Valiev. Fait que c'est comme ce gars-là, il était bien ranké. Fait que quand Basharat l'a gagné, selon moi, il est monté comme dans le top 25-30. Puis Ouais. je check en ce moment, il y a bien des flyweight dans le ranking bantamweight aussi, là. Ce qui est normal, c'est les gars de One. Ok, Puis à One, ils ouais. ne coupent pas de poids. Exact. Donc, exact. les flyweights se battent Absolument. à 134. Mais tu sais, je check ça, des Kairat Akhmetov, Magomed Bibulatov, on a le chum Mighty Mouse là-dedans. Fait que tu sais, tous ces gars-là, c'est des 125, là. À suivre, en tout cas, on espère avoir une annonce bientôt pour Eman Zahabi. Parlons rapidement je viens de faire une interview avec Aaron Jeffrey qui va se battre contre Fabian Edwards, donc le frère de Leon Edwards, pour un title shot s'il gagne. C'est quand même gros. On a Aaron Jeffrey que j'ai rencontré dans le coin de Popovic. Ils sont bien chums, ils vivent ensemble, je pense. Est-ce que Aaron Jeffrey... Parle-nous d'Aaron Jeffrey. À quel point c'est un gros combattant? Parce que là, il se rend dans les hautes sphères en ce moment. Ben, tu sais, Aaron Jeffrey, il a pété Austin Vanderford puis Dalton Rosta, là. Je pense que ça... Tu sais, honnêtement, Aaron Jeffrey est excessivement malchanceux, là. Moi, j'ai découvert Aaron Jeffrey alors qu'il y avait seulement quelques combats pro. Le dude à BTC s'est battu contre Alex Bowley, un de mes amis qui est maintenant un training partner là, à moi, Alex Bowley. Puis le combat d'après, toujours à BTC, il avait battu Joe Valley, un autre de mes amis. Oui. Donc à ce moment-là, j'ai comme pris connaissance de c'est qui. Dans ce temps-là, il s'entraînait genre au Parabellum, qui est comme un peu l'ancêtre du NTT, là. Puis sa seule défaite en carrière à ce moment-là, c'était contre Sean Brady. Donc, j'étais là, tu sais, je vais porter attention à ce fighter-là. Puis ça tombe qu'après sa victoire contre Joe Valley, il a été appelé au Contender Series où il a affronté Brandon Allen. Pas de chance. Là, j'étais genre, je sais pas s'il va gagner ce combat-là. Comme de fait, il a pas gagné ce combat-là. Revient sur la scène régionale, bat André Petrovski par knockout, bat Colin Ogbody. Colin Ogbody, je vous rappellerai, avait gagné au Contender. Il avait offert un contrat. Puis le dude, il a refusé le contrat de l'UFC. Il a dit, oh non, moi, je pense que j'ai encore besoin. Puis il est retourné sur la scène régionale, s'est fait péter par Jeffrey, puis il s'est comme un peu fait fuck all son invitation à l'UFC. Ce qui a ramené une deuxième invitation au Contender Series à Aaron Jeffrey, où il a croisé le fer avec Caio Borraio, man. Tu sais, là, quand encore. tu dis les draws dégueulasses. Fait que là, c'est ça qu'après qu'il a fait qu'il a signé à Bellator après une autre victoire, puis... Des grosses victoires. Il y a une défaite contre John Salter là-dedans qui est vraiment étrange, là. Surtout que Salter prenait sa retraite. Aaron, il avait pas trop l'air là dans ce combat-là. Mais Aaron Jeffrey, tu sais, tout ça pour vous dire, le gars, c'est un grappler, c'est un lutteur, clairement, NTT. Mais ce qui fait, je te dirais, mieux que la majorité des gens à MMA, c'est que c'est un clinch grappler contre la cage absolument incroyable. Puis le gars, il strike de là. Ce qui fait que des fois, ces combats, ça a l'air comme très long et très plate, je vous le cacherai pas, mais il va réussir à sneak in des coups de genoux au ventre, des petits coups de coude vraiment courts. Ce qui fait qu'après 2-3 rounds, soudainement, t'es comme tu vois son adversaire qui est plus là, il est plus là pantoute, puis il cherche un way out, puis c'est là qu'Aaron Jeffrey va sortir ses finishes très violents parce qu'il a un bon striking, c'est un gros gars puissant, là. Clairement, c'est un bon athlète. Le gars, genre, naturellement, il est tombé dans la bonne poule de génétique, puis c'est aussi un fou furieux de la nutrition, là. Genre, je ne sais pas si ce gars-là triche des fois dans sa vie. Genre, s'alimente, là, incroyablement bien, il est discipliné dans son entraînement. C'est un des combattants les plus sérieux qu'on a. Puis honnêtement, tu sais, comme je vous dis, avec des victoires sur Petrovski, Colin Ogbody, Vanderford, Rosta, on parle d'un dude qui, tu sais, dans l'UFC, ces deux défaites, c'est des dudes qui sont rankés. Exactement. Et puis des gros combattants, là. Tu sais, Caio Borralho, il roule sur tout le monde, là. Il roule sur tout le monde en ce moment. C'est ça. Puis Brandon Allen, mon gars, ça y a pris du temps, mais... Il s'est rendu comme un solide fighter ça va être le Sean Strickland du futur, lui, là. Je dis pas qu'il va devenir champion ni rien, mais un moment donné, t'es comme Chris, Brandon Allen, il est dans le top 5, puis s'il gagne son prochain fight, ça se peut qu'il se batte pour une belt, là. Puis personne va l'avoir vu venir, mais il va avoir, comme dans 3 ans de ça, il va être là, ça mort, ce Chris-là, là.
Puis Et donc là, Fabian contre... Edwards, ben, c'est le frère de l'autre, man. Puis... C'est ça, c'est ça. C'est Léon en moins fort. Ouais, c'est ça. Il a perdu contre Vanderford, justement. Il s'est vraiment fait péter par Johnny Eblen. Il y a des belles victoires, lui aussi, mais c'est comme Lyoto qui vieillissait, Gegard Mousasi qui vieillissait. Exact. Donc, Jonathan Bosuku, man, sur sa fiche à Fabian Edwards, man. Shout-out à Jonathan Gros Bosuku. shout-out à lui. Ouais. Mais non, c'est ça. Je pense que Aaron, avec son grappling, son cage wrestling, devrait être favori. Ça devrait le faire. Et contre Eblen. Jeffrey contre Johnny Eblen. C'est grappler. C'est un morceau, Johnny Eblen. Hein. C'est un morceau. Ouais, Johnny Eblen, c'est un top 10 middleweight, là. Tout simplement. Et puis, oui, ça a été peut-être un peu difficile contre Kassan Ganay, son dernier combat. Mais je pense pas qu'Aaron... Aaron, il est capable de générer ces gros moments-là quand il a fatigué son adversaire. Kassan Ganay, c'est juste un freak athlétique. Le gars va être capable de sortir des sweeps et des affaires un peu de son cul, là, sans trop de technique, mettons. Là. C'est moins la game à Aaron, c'est un peu être genre explosif puis imprévisible comme ça. Là. Puis je vois qu'il est de l'American Top Team Eblen, qui est le gym rival de Kill Cliff. Ouais. Où s'entraîne Jeffrey. Ce serait un bon combat quand même. On aurait du bon entertainment, je pense. Non, sans aucun doute, man. Aaron Jeffrey a une bonne gimmick là, avec le mollet, la petite moustache. Ouais. Puis, il est tellement fin, absolument. ce gars-là, man. Il est tellement Vraiment. sweet. Vraiment. Passons au Québec. Restons au moi, PFL. J'en ai une pour toi, moi. Vas-y. J'ai peur. Ah ouais, j'espère que t'as peur, là, mon estime. Man, t'es bien vendu, toi. Comment ça que Papa Wick puis Chaput, c'est plus un bon fight, là? C'est pas que c'est pas un bon fight. C'est comme... ok. Poirier-Saint-Denis, c'est un bon fight. Mais quelle erreur de la part de Poirier de prendre Saint-Denis. Quelle erreur. En termes de... Moi, je suis le manager de Poirier. Jamais j'accepte Benoît Saint-Denis. Jamais. C'est pas le moment. Mais je comprends que c'est ça que tu disais un peu comme... Mais, tu sais, honnêtement... C'est ça, j'étais super clair. Hein. Il n'y a pas de place à la méprise dans ce que j'ai dit. Non, ça a été, t'es clair, tu dis, c'est un gros risque pour Antoine. J'ai tendance à être d'accord, mais man, c'est ça, le MMA. Honnêtement, c'est le bout où tu dis, ta fiche, faut que tu chérisses, puis tout. Un peu, mais pas trop. Parce que je peux t'en nommer en esti des gars, moi, qui ont des super belles fiches, puis ils s'en vont direct pas à l'UFC parce que ils ont trop fait attention à leurs fiches. Ils ont pas pris les matchs difficiles. Tu sais, Charles Jourdain, là, il s'est battu contre Alex Morgan, puis Marc-André Barrios, il a pogné Adam Hunter, puis Kornberger, le gars de l'Ouest que personne ne voulait prendre. Puis Todd Stout. Pas quand ils étaient à 2-1. 2-1, tu passes à 2-2, t'as une fiche à 50-50. C'est un gros risque. Mais c'est pas mieux qu'il y ait cette leçon-là maintenant qu'il y ait cette leçon-là quand il est à ça d'être dans l'UFC puis ses dreams sont un peu crush. Mais moi, je pense que tu peux avoir cette leçon... la façon dont il était même pas stressé avant son fight, j'ai tellement aimé ça, voir ça, parce que Chris Antoine, là, il a montré qu'il pouvait gagner ce combat-là. Absolument. Mais il a fait des erreurs qui fait que il était trop passif, puis je peux te garantir qu'il ne refera pas ces erreurs-là. Fait que moi, ma position, c'est comme je pense que c'est la meilleure affaire qui n'aurait pas pu y arriver pratiquement. Parce que oui, là, il est 2-2 en ce moment. T'es genre 2-2, mais dans 4 combats, mais qu'il soit 6-2, tout le monde va-tu s'en calisser, là? Bah, s'il est 6-2, mais s'il continue à prendre des adversaires comme ça, c'est quoi Next in You Know, ils vont le mettre contre Robert Ceres? On dira, on sait jamais, peut-être que ça va passer, ça pourrait passer, mais sur une malchance, ça passe pas, et là, il devient avec une fiche à 3-3, 4-4. Ouais, Kevin, c'est mon boy, mais c'est pas Robert Ceres, là. Je sais. Comment ça? Dans quel sens tu dis ça? Non, mais Chris, c'est Kevin, man. Je sais. Je pense qu'on l'a vu, il y a beaucoup d'expérience, tout un peu unidimensionnel dans sa game, grappling, soumission. Tu sais, Robert Ceres, il se laisse de t'arracher la tête en 22 secondes, man. Mais en fait, quand t'es un combattant, bien sûr que tu prends tout le monde, et tu dois dire que tu prends tout le monde. C'est la base. Et si demain je demande à Antoine Chaput est-ce que tu bats Ceres, il va me dire oui, et il a raison de me dire oui. Mais est-ce que ce serait une bonne idée de le mettre contre Robert Ceres? Non. Pas maintenant. Peut-être plus tard. Mais je pense que je pense que c'est un bon fight, honnêtement. Là. Mais c'est un bon fight pour nous. Oui. Parce qu'on est des fans de MMA, et moi je suis... Mais demain il y a une revanche, je suis content, je veux l'avoir la revanche. Mais j'ai demandé je suis fatigué, il est tard. Rubens. S'il y avait une revanche, t'accepterais? Il m'a dit non.
Donc c'est que Non, quelque ben, part, voilà quoi. J'ai pas tort. écoute, honnêtement, je pense que c'est la meilleure affaire qui va arriver à Antoine. Puis d'un autre, en tant que fan, c'est ça qu'on veut voir, des fights québécois En- contre québécois. Bien Tu sais. sûr. Mais en tant que fan 100% et en tant que fan de Benoît Saint-Denis contre Poirier, on est comme des fous, on est Ah content. ouais. Mais il y a en tant que fan, et il y a en tant que combattant, et il y a en tant qu'entraîneur, et il y a en tant que manager. Et je pense qu'Antoine, il aurait pu être à 4-0, il est à 2-2. Là, tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs qui sont à 17-0, ils signent pas à l'UFC. Donc oui, il faut faire attention aux fiches. Alors, faut pas aller dans un extrême à prendre que des combats faciles, mais il faut pas aller dans un autre extrême à prendre que des combats difficiles, à apprendre à chaque combat, t'apprends, mais à la fin, t'as une fiche qui est pas très alléchante. Et même si t'as livré des grosses guerres comme ce qu'il a fait et qu'il a pas à rougir de sa prestation, le matchmaker ou le gars qui signe à l'UFC ou au PFL ou ailleurs, il va pas regarder chaque combat, qu'est-ce qui s'est passé. Il va regarder la fiche, il va regarder les rouges et les verts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que en bas de 3-4 défaites, t'es encore correct. Là, c'est de quoi qu'on voit fréquemment au contender, un doute qui Oui. va avoir 4 défaites, mettons. Tu sais. Ouais, ouais. En haut de ça, tu sais, je le sais pour un fait, il y a comme un Canadien qui s'en va au contender là, qui a plus que 4 défaites à sa fiche, puis comme c'est un des points qui gossait, là. Tu sais, comme, c'est un des points que c'est, ouais, tu sais, il aime plus ou moins ta fiche, mais le dos, il y a une Ouais. histoire, puis tout, puis il va être bon à la télé-réalité, là. Fait que souvent, à Ultimate Fighter, c'est plus ça qui compte Oui, que absolument. La personnalité. ta fiche, puis tes skills de combattant en tant que tel, tu sais, mais je pense à 3-4 défaites, tu sais, c'est encore faisable. C'est sûr que, tu sais, il y a t'as en partie raison quand tu dis qu'il faut faire attention, mais que je pense que c'est important de pas trop faire attention. Parce que, tu sais, c'est ça. On a beaucoup de gars qui se font monter de la mauvaise façon, qui ont des grosses fiches, puis c'est soit qui ont juste jamais leur opportunité parce que je pense que l'UFC est de plus en plus wise à ça, ou ils ont juste leur opportunité puis ça marche pas parce que le jour qu'ils pognent un autre gars solide, c'est comme j'ai jamais vu ça. Non, je de ma comprends. vie, là. Mais en fait, il y a vraiment un juste milieu à avoir et des décisions qui sont à prendre selon la fiche. Par exemple, tu vois, il y a Baki Doumbé. Baki, il est en train de monter. Il prend un gros risque contre Doumbé. Mais il est à 7-0, Baki. S'il perd, il passe à 7-1. Limite, ça change rien, tu vois. Mais là, pour Antoine Chaput, tu passes à 50-50, quoi. 50% de victoire, 50% de défaite. Et je dis ça, mais s'il avait gagné, tout le monde aurait dit c'est du génie. Ah, Mais c'est c'était génial, un il vient gros de battre risque. Popovic, qui a 8 combats, là, puis le gars, il est incroyable, tu sais. Mais malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Et pourquoi Popovic a gagné? Parce qu'il avait de l'expérience. Il a gagné à l'expérience. Et pourquoi Chaput a perdu? Parce qu'il manquait d'expérience. Donc c'est ça, moi, mon tech qui a fait beaucoup réagir. Hein, mais j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit que j'avais raison. Ah, ben, il y en a toujours des deux bords, man. L'affaire que tu disais pour Baki, man, s'il perd, c'est correct, mais ça dépend comment, là. Parce que le chum Jordan, là, il peut, Non, mais être, ça, il peut être 24-1, mon gars. puis Dramatique. On va juste se Ouais, rappeler ouais. du 1, là. Tu sais, Ouais, non, lui, mais ça, gros, c'est à vie, là. Non, mais ça, même dans les films, ça arrive pas, ces défaites-là. Tu mets ton Aiki qui se fait attraper, pouf, dodo, et le mec avait annoncé qu'il allait le faire. Enfin, c'est horrible ce qui s'est passé. Et tu sais qu'il a fait une interview à West Fight, j'en parlais, le média West Fighting en France, et il dit, même dans la rue, quand il est avec sa copine et qu'il marche, les gens lui disent, ouais, Jordan, t'es mort, ou... Ah, les Français, vous êtes terrible. des câlisses, On est man. horrible. Hostie, le On est gros, là, horrible. c'est incroyable, On est horrible. man. Et j'en parlais la dernière fois non, avec ouais. Franco, il disait que le public français, c'est un public, mais qui est... Oui, il y a de l'ambiance et tout, mais c'est horrible en termes de harcèlement, en termes de méchanceté, c'est... Et gros, j'avais un doute, mais quand j'ai vu comment que le monde traitait Cyril après le combat, j'étais genre, oh my god, tu sais, Cyril, il est tellement fin, il est doux. Il vient de... Ouais. C'est Et un puis, tu sais- sweet art, là. C'est comme, tu Ouais. penses aux Parisiens chiants, là. Ouais, Là, t'as ouais. complètement l'inverse qui est Cyril Gann, là. Ouais, et puis tu sais, il perd contre John Jones, qui est quand même, bon, Le meilleur le de tous GOAT. les temps. Ouais, c'est ça. Et là, tout le monde dit, oh, Cédric, c'était une fraude. Alors, Moi, gros, j'ai dit, c'est- la planète entière aurait perdu aussi contre John Jones, c'est simple. Mais bon, les gens, ils aiment, hein. Ils aiment en France, dès qu'il y a un petit truc, chercher la petite bête. Et là, c'est pareil, si Benoît Saint-Denis perd, oh bah, Benoît Saint-Denis, on s'est enflammé, on en a fait trop. Donc oui, autant le public français est à fond derrière ses athlètes, mais autant dès qu'il y a une défaite, le revers de la médaille est violent. Ouais, on est moins pire ici, mais honnêtement, le monde, là, soyez gentil avec Johan, ses réseaux sociaux, calices, là. Genre, s'il vous Oui, plaît, c'est vrai man. que avec Johan Ah, Menez, grave.
Les gens sont pas sympas sur Facebook. Plus que Instagram. Parce qu'Instagram, Non, c'est les plus jeunes. Facebook, c'est les plus anciens, mais les anciens, ils sont Ouais. plus méchants. Alors, même moi, sur Facebook, une fois de temps en temps, je vois de quoi de tellement cave que je vais y répondre à lui, là, j'ai pas le choix. Là. Ouais, C'est moi, je toujours réponds le à fun. tout sur YouTube. Sur YouTube, je réponds. C'est le seul endroit où je réponds à tout. Mais ouais, en effet, donc, parlons de Yohan Lines, puisque tu fais la transition. Il a signé à Samouraï MMA. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses? C'était le meilleur choix à faire, sachant qu'il est québécois, oui. il se ressource chez lui? Ben oui, puis tu sais, moi j'étais là au début de Yohan avec TKO, puis il amenait déjà, tu sais, Yohan c'est un gars qui est très familial, c'est très important Oui. pour lui. Fait que Ouais. déjà, comme toute sa famille, puis tout se déplace à tous les combats, et puis il a un bon cercle d'amis en plus, puis là il a son école en plus. Fait que tu sais, nécessairement, tous ces C'était gens-là le vont bon. venir, Ouais. Yohan va se voir se battre. Ce qui fait que non seulement le fait qu'il s'est rendu sur Fight Pass puis tout, Samouraï, ça fait du sens pour la suite des choses comparément aux autres promotions peut-être avec lesquelles il Oui. discutait. Puis il va faire plus d'argent à Samouraï que partout ailleurs à cause de la cote de billets. Tout simplement. Fait que je pense que c'est la décision la plus logique financièrement. C'est la décision la plus logique. Tu sais, le dude, il va être là de se battre devant son monde. Ça va être plus le fun qu'arriver en France te battre contre Ouais. un Français, sa promotion à Lopez, Enf- un dude Ouais. du gym à Lopez. Tu sais. Oh, ils perdent des fois. Hein, Non, non, je il le aurait sais, mais pris- c'est comme. À Arès, il aurait pris 10-15 000 euros. Est-ce qu'il va C'est faire une- plus que ça à Samouraï avec la vente de billets? Je pense qu'il peut. Honnêtement, ça me surprendrait pas. Là. Johan, il y avait Non, je suis toujours des d'accord. bonnes. Il y avait toujours des bonnes clics avec lui. Puis là, comme je dis, avec son école, ça va être plus encore cette fois-là. Ouais, et puis, Donc, puis avec l'aura UFC aussi qu'il ouais, apporte. ouais. Maintenant, il va se battre à 185, de ce que j'ai compris, en tout cas pour son retour. Contre qui tu le verrais, toi? J'en ai parlé un petit peu avec Franco Pana, et moi j'ai une question à te poser. Alors celle-là, si je dois la poser à une personne, c'est bien à toi. En 185 livres, qu'est-ce que tu dirais d'un... Alors, il y a la vision manager, tu vois, voilà, on va voir toutes les visions. Demain, boum, j'arrive, Yohan Lennes contre Jesse Ronson. T'es le manager de Yohan Lennes, qu'est-ce que tu dis? Et en tant que fan, qu'est-ce que tu dis? Écoute, Johan, s'il veut retourner dans l'UFC, il n'est pas dans la position de dire non à rien. À moins que Samouraï arrive et hey, veux-tu te battre contre Gordon Cunningham? Là, oui, tu dis non parce que le dude il est 1-2, 1-3, de quoi de même, mais si tu veux. Non, Hey, t'es méchant avec Gordon Cunningham, c'est pas ça sa non, fiche. je l'adore, Gordon Cunningham, là, c'est un de mes préférés, mais. Mais il est pas loin. Tu sais, Il a attention, il est 2-3, là, de quoi de même. Ouais, là. genre. Ouais. Fait que- mais n'importe qui, que ça soit Jesse Ronson, que ça soit Todd Stout qui fait son grand retour, que ça soit Julien Leblanc, que ça soit n'importe quel d'autre, que ça soit J'avais pas Ramsey, que pensé à ça soit Julien Leblanc. Mallette, que ça soit n'importe qui, il faut qu'il le prenne. Il n'y a pas le choix. Il peut pas. Johan ne peut pas arriver puis se battre contre des dudes, c'est un Mexicain qui est 22-14. Là. Tu sais, faut qu'il se batte contre des top guys. Il n'y a pas le choix. Fait que je pense que ça le met dans une position où. Il a pas le choix de Johan, prendre des gros, quoi. Ouais, puis c'est ça. Puis il le sait de un, puis de deux, à CFFC, pendant sa rise, pendant le COVID, le dude, il a pris Troy Green, il a pris des gros fights là-bas. Là. Fait que ça me surprendrait que ça soit un problème avec Johan que de prendre les plus gros combats. Non, c'est sûr que lui Moi, acceptera Moi, tu dis Jesse n'importe qui. Ronson, Hein. puis je suis le premier en fil, là, tu le sais. Là. Bah oui, toi t'es fan de Jesse Ronson. Mais oui, Chris. Qui vient de gagner d'ailleurs. Qui vient de gagner Bare Knuckle MMA, man. Ouais, tu barnacles MMA, c'est parfait. Fait que il arrive avec sa flannel, du gros métal, un body bag, man, puis là, il gagne. Mais ce serait un gros combat, Ronson contre Lennes. Et je pense que s'il gagne, ce serait bon pour lui parce que Ronson, en ce moment, c'est au Canada, hors UFC, dans cette catégorie de poids, c'est un des meilleurs. Contre Julien Leblanc, t'as évoqué un bon nom, Julien Leblanc. Ouais, je pense que Ronson, c'est le fight. Probablement. Oui. Tu sais, si t'es Johan, Ronson, c'est le fight. Si t'es nous, le fight, c'est probablement, je te dirais, Ramsey, sinon Mallette. Je le sais qu'il y a comme. Mais pas à 185. Pourquoi pas? Bah, Mallette ou Ramsey à 185, c'est pas leur catégorie. Non, je sais bien, mais tu sais, Big, on est sur la scène régionale. Là.
si t'as la chance de te pogner contre des Johan Lennes qui vient de sortir du UFC, puis faut que tu coupes 10 livres de moins, là, je pense pas que Danny Mallette va pleurer. Là. C'est pas le gars qui aime le plus ça, faire le poids à la Ouais, base. puis, puis il coupe beaucoup T'sais, et Danny, c'est pas toujours facile. c'est une couple de fois que ça a été dur pour lui, fait que tu dis, bah, toi à 185 contre Lennes. En plus, ce combat-là est intéressant parce qu'il y a une genre de comme bromance un peu entre eux après qu'il y a eu une méga rivalité dans le temps. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu une alliance contre Joe Ramsey. Oui, c'est un triangle amoureux. Ouais. Les trois là, c'est Ramsey contre Mallette, puis Ramsey contre Lennes, parce que Lennes avec Mallette, et puis là, on est en train d'avoir un retour avec Ramsey qui a dit qu'il est pour Mallette et que Mallette peut battre Kajik. Mallette a repartagé ce moment-là, donc tout tourne. C'est intéressant. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le retour de Lennes dans la cage de Samouraï MMA. Ça va être des grosses cartes. Ah, for sure, mon gars, là, ça s'en vient du sérieux, man. Xavier Alaoui a signé au PFL. Et ça, c'est mérité. Au PFL MENA, donc Middle East North Africa. Donc c'est un tournoi à 1 million, si j'ai bien compris. Je pense qu'il m'avait dit 100 000, honnêtement, mais je peux pas te confirmer ni t'infirmer ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit 1 million, hein, le Middle East. Hein. Ben, j'y souhaite, tabarnak. Tu n'as bien un qui le mérite, comme tu dis, c'est bien lui. Là. Ouais, il mérite totalement sa signature. Donc, hâte de voir aussi les débuts de Xavier Alaoui au PFL. Gros shout-out à Xavier Alaoui, qui est un très très bon 135. Honnêtement, on parlait de Fight Matrix, mais lui aussi mériterait d'avoir un bon classement sur Fight Matrix. Ouais, puis le gars, il continue un peu ce qui a commencé, tu sais, avec UAE Warrior, puis tout. Le gars, il y a un following là-bas, là. Tu sais, honnêtement, au Middle East, au Maroc, whatever, il y a un following là-bas, le monde apprécie de le voir se battre. Je pense que c'est une belle porte d'entrée, peu importe c'est combien comme la valeur du tournoi. S'il réussit à faire bonne figure, voire même gagner le tournoi, c'est peut-être, tu sais, la PFL s'est rendu tellement de choses là, en ce moment. Là, ils ont 6000 brands différents. Fait que ça serait peut-être le moyen pour lui de, s'il gagne un, se faufiler dans l'autre brand, peut-être se retrouver dans le tournoi nord-américain à 1 million un moment donné ou whatever. Tu sais, c'est beaucoup de portes différentes qui s'ouvrent à Xavier avec cette signature-là. Puis c'est mérité, man, le gars. Tu sais, des gars de même, Xavier, Johan Lennes, Alex Morgan, qui sont non seulement des grands combattants québécois avec beaucoup d'expérience, qui se battent à un haut niveau, mais qui sont aussi investis dans le sport. Là. Ils ont des gyms, ils entraînent des combattants, ils sont Absolument. dans les coins des fighters pros comme amateurs. C'est grâce à ces gars-là que le MMA continue d'évoluer. Fait que, tu sais, des OG de même, là, on n'a pas le choix de leur donner tout notre respect et tout notre support, man. Puis Alaoui, c'en est un for sure. Absolument. Je suis en train de vérifier. Je pense que c'est 1 million, mais à vérifier. On a Mickaël Dufort qui se bat bientôt. On ne sait pas où. Mais on a, de ce qu'il nous a dit, un retour bientôt. Et moi, j'ai vraiment hâte, parce que Mickaël Dufort, on ne l'a pas cité, mais on en a là aussi une belle machine à finish. Et franchement, vu ses dernières performances, espérons que ce soit dans une grosse ligue, parce que le reste, ce serait assez insensé. Ah, mais l'affaire du fort, là, c'est qu'il essaye là, d'être un peu mystérieux pis tout. Là, je me bats dans 6 semaines, mais c'est comme... Il est trop d'hommes pour se rendre compte qu'on est capable de calculer ce style-là pis qu'on le sait exactement où pis quand il va se battre. Fait que, félicitations à lui, c'est bien mérité. Tu sais, j'ai toujours 100%. Dit, Mick Dufort, man, c'est probablement... Comme, j'ai beaucoup de fighters que je considère comme des amis personnels, mais lui, c'est probablement mon meilleur ami dans toute cette gang-là. C'est une grande partie de pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, de pourquoi je m'entraîne, de pourquoi tout ça c'est arrivé. C'est grandement à partir de Mick Dufort. Fait que j'y souhaite toujours le meilleur. Puis le dude, man, il est incroyable. Il a prouvé pouvoir se battre à un niveau mondial dans les dernières années. Puis il va 100%. Avoir la chance de le faire, là, mon gars. Fait que c'est fucking on sera là pour en parler, pour analyser tout ça. Hâte de savoir qui sera son adversaire. Ça va bientôt faire 1 heure. On va finir avec un dernier point. L'UFC a annoncé 1,3 milliard de revenus. Record total. L'UFC roule sur la planète MMA. Certains ont osé
remettre en cause en voyant le PFL leur domination, alors que leur domination, elle ne fait que s'agrandir. Et malgré tout ce que fait le PFL grossit énormément, mais j'ai l'impression que l'UFC est juste trop loin à un point où c'est déjà terminé la compétition, il n'y en aura plus jamais, je pense, avant peut-être 100 ans. PFL font leurs plus gros événements, champion versus champion, des gros fights. Ça n'a même pas plus de talk que l'UFC Fight Night au Mexique, qui est une bonne carte, mais qui est une carte de 2 combats. Là, il y a Ortega, puis qui est le main event Moreno contre Royval. Puis that's it, that's all. Le reste, c'est des combattants le fun mexicains qui vont faire des choses mexicaines. T'sais. Et on s'entend que Moreno contre Royval, c'est peut-être le championnat qui a le moins de hype dans toutes les catégories de l'UFC en ce moment. Mais c'est pas un combat de... Ah non, mais je dis n'importe quoi, c'était pas... C'est Pantoja le champion. Ouais, mais tu sais... C'est le main, mais quand même, c'était un title shot à la clé. Ouais, c'est un genre de number one title eliminator. Ouais. Mais c'est ça, je vois pas personne dans la rue en train de manifester pour qu'on book Royval Pantoja 2 le plus rapidement possible. C'est un combat qui vient d'avoir lieu. C'est clair. L'UFC sont bons un peu pour s'enfarger dans leur propre lacet avec leur number one contender fight des fois. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on a, tu sais, Big, juste pour t'expliquer à quel point ça n'a aucun rapport, c'est que la PFL, là, il essaye, man, il essaye. Des fois, on a même l'impression qu'il essaye trop. Ouais. Puis l'UFC, il essaye plus pantoute. Non. Personne ne va me dire qu'il essaye quand tu gardes leur carte en Arabie Saoudite, les comment ils s'appellent, eux autres? Les gens de la Riot Season? Ouais, les Arabes? Les Saoudiens? Les Saoudiens, exactement. Ils leur ont dit non là, à cette carte-là. Là. C'était supposé être là-bas, man. Puis c'est comme, d'après moi, les seuls qui... Parce qu'on s'entend que l'UFC, Dana White est là, je veux retourner sur la route, mais les seules places sur la route, c'est des places qui payent l'UFC pour être là. 20 millions. Donc, ils payent 20 millions. Ouais. Puis les autres, ils ont checké leur carte de marde avec Rosenstrike puis Gaziev dans le main event, puis il a dit « Big, je paye pas 20 millions pour ça, mon chum, tu peux la présenter dans ton gymnase, ton carte de marde, parce qu'on la veut pas ici, puis tu nous en ramèneras une meilleure le prochain coup. Puis même encore là, mon gars, il essaie plus pantoute, puis... La compétition leur arrive même pas, Big. Il leur arrive même pas en dessous du talon. Là. Ça se rend. Sont à des centimètres de leur cheville encore. Là. C'est même pas drôle. Tu ferais une fusion avec ONE FC, ça changerait pas grand-chose. Tu ferais une fusion avec toutes les promotions. Fusion monde, le monde. Toutes les promotions, man. Puis ça changerait rien. Big, c'est à Star. Tu sais, on en parlait avec Greg tout à l'heure, puis. On ramène souvent Doumbé comme exemple parce que, tu sais, lui, il s'en allait se battre ses prelims d'une carte à Paris puis whatever, là. Oui. Puis l'UFC l'ont comme pas... Il est arrivé de quoi? Ils l'ont pas gardé. Tu sais, je me suis pas tenu au courant de ce qui est exactement arrivé. Puis là, après, on se dit, l'UFC, tu sais, ils ont fumble de bag avec Doumbé. Big, ils ont pas fumble de bag. Ils le veulent pas. Ils vont coûter trop cher. Il demandait trop. Il va être une trop grosse star, il va coûter trop cher. Exact. Il aime bien mieux avoir des Sean Strickland, des DDP, des Moreno, des gars de même que, oui, si t'es un hardcore fan de MMA, t'es connais puis t'es aimes, mais il y a personne dans le mainstream qui sait c'est qui Brandon Moreno ou Sean Strickland, puis heureusement, qu'ils savent pas c'est qui Sean Strickland avec toutes les âneries qu'ils disent, ce style-là, mais, tu sais, l'UFC sont contents avec ces gars-là qui ont un MMA fame, mais qui n'ont pas de mainstream fame. Puis Chris, tu le vois avec McGregor, man. Quand tu veux tellement plus payer un doute que McGregor veut se battre, puis tu retardes son retour à ce point-là, c'est parce qu'ils en veulent plus des gars de même. Là. Même Adesanya va commencer à coûter trop cher un moment donné. Là. Mais là, l'UFC devient tellement gros qu'ils n'ont plus besoin de tête d'affiche comme le fut c'est 3 lettres qui comptent. Ouais, exact. Mais ouais, Doumbé, l'UFC le voulait apparemment, mais il demandait trop cher et il a eu ce qu'il voulait au PFL. Son premier combat, il aurait touché 100 000. Pour un premier combat, c'est pas mal. Hein? Là, ils te donneront pas ça, là. Non, ils vont te redonner ton 12 plus 12, 15 plus 15, 17 plus 17 si t'es chanceux. Mais si t'es Charles Jourdain, contre des assassins. T'es Charles Jourdain, tu fais plein de bruit sur les médias sociaux, t'as 11 combats dans l'UFC, tu fais genre 75. Puis on s'entend que vous direz ce que vous voulez sur Patrie, mais il y a un asti de bon manager, le Charles. C'est pas tout le monde qui a son expérience qui font sa paye.
Loin de là. Absolument. Genre, il est probablement très bien payé pour son expérience UFC. Oui. Puis pour son pourcentage de victoire dans l'UFC surtout. T'sais. On pourra parler aussi de Charles Jourdain dans un prochain podcast et son... Des fois, on a l'impression qu'il en a un peu marre du MMA. Non, il n'est pas tout seul. Il En n'est pas effet. tout seul, chum. T'en as marre aussi? Oh oui, gros. Je check les Fight Night. C'est une corvée pour moi d'écouter ça, mon gars. Là. Je suis comme, Chris, combien de main event de tight weave tu vas me donner avant que je sois plus capable d'écouter clair. ça? Là. C'est vrai. Quand eux autres, même eux, ils essayent plus, man. Puis moi, il faut que je continue d'essayer, man. C'est dur, man. Oh, ouais. Tu sais, une relation, là, que tu tripes à la fille, là, puis elle te répond toujours. Assez pour que tu continues à y écrire, mais pas assez pour que tu aies l'impression qu'elle est vraiment intéressée, là. Ben, c'est ça, là. Nous autres, on court après une fille live, puis la fille, elle s'en calisse de nous autres, chum. Mais là, elle nous nourrit bien quand même. Hein, Ouais, là, en samedi. fin de semaine, là, elle va être un peu tipsy après les balles, puis elle va nous ouais. call aussi à 1h du matin, mais on entendra passe une plus parler soirée d'elle avec, plus là. d'un mois après ça, là. Ouais. Parfait. Et puis on a aussi Joshua Ngannou qui arrive. On va juste, on en a déjà parlé, je pense. Tout le monde en a déjà parlé. On en a assez parlé. Ngannou va battre Joshua. Qu'est-ce que t'en penses? Team Ngannou, 100%, man. 100%. Parfait. Merci à tous d'avoir tenu tout ce temps. Je sais pas comment vous avez fait. Et au mois prochain avec Faber. Et sinon, abonnez-vous à MMA Talk. Il y a de l'actualité en continu. Et bien évidemment aussi sur l'Arena MMA. Ciao Faber. Ciao, man.